distinctions sont utiles pour expliquer le contenu littéraire. L'une, petit a, passe les deux niveaux du sujet et de la thématique dans lesquels le contenu est décrit, et l'autre, B, entre le contenu explicite et le contenu dérivé. Ces distinctions s'entrecroisent l'une l'autre. Le contenu au niveau du sujet peut être soit explicite, soit dérivé. Et il en est de même pour le contenu au niveau thématique. Par le contenu au niveau du sujet, j'entends les personnages, les événements, les épisodes, les expériences présentées dans une œuvre, celles qu'on tire d'une impression ou d'une image rapide dans un poème lyrique court ou d'une narration complexe dans un roman à 3 niveaux. Ce contenu est souvent, pas nécessairement, fictionnel, dans le sens où il a été fabriqué. Le contenu dérivé du sujet est ce qu'ajoute le lecteur par l'imagination ou l'inférence. A l'inverse, le contenu au niveau thématique est rarement fictionnel et implique des généralisations parfois explicitement données, parfois dérivées par les lecteurs à propos du sujet. Les écrivains eux-mêmes offrent parfois leur propre réflexion thématique sur leur sujet. Par exemple, Philippe Larkin écrit à la fin de Dockery & Son « La vie est d'abord monotonie, puis peur. Qu'on en profite ou non, elle s'en va, laissant ce qu'a choisi quelque chose caché de nous. La vieillesse et puis sa fin unique. » Le sujet du poème de Larkin est une visite qu'il fait à Oxford dans son ancienne université, où il se souvient du doyen de la faculté de l'époque, Dockery, dont le fils est entré récemment dans cette université, ce qui amène Larkin à comparer la situation de Dockery avec la sienne et à penser qu'il n'a pas d'enfant. De plus, il n'est pas rare que les lecteurs extraient un thème qui n'est pas explicite dans une œuvre, comme le fait William Epson à partir de Tom Jones de Fielding. Si vous êtes bon par nature, vous pouvez imaginer les sentiments des autres, si directement que l'envie vous prend d'agir sur eux comme si c'était vous. C'est la source des plus grands plaisirs, comme si c'était vous-même qui agissiez véritablement de manière désintéressée. Il ne devrait pas y avoir de dispute entre les tenants du pour la vérité et du contre la vérité à propos de l'existence de candidats à la vérité propositionnelle, à la fois au niveau du sujet et au niveau de la thématique. Mais alors, quel est le désaccord entre les deux camps quant au problème du contenu? Il y a plusieurs points de friction familiers, mais aucun, je l'affirme, n'est décisif dans le débat. Le premier concerne la trivialité présumée des vérités littéraires. Ainsi, Jérôme Stolnitz chipote avec humour au sujet de la recherche d'une vérité artistique tirée d'orgueil et préjugés. Ne serait-il pas possible, demande-t-il, d'y trouver la pensée appauvrie de façon affligeante, selon laquelle l'orgueil obstiné et les préjugés par ignorance séparent définitivement des gens qui ressentent pourtant une attirance. C'est toutefois manifestement injuste. Le partisan de la vérité ne devrait pas avoir de difficulté à trouver des propositions pertinentes, non triviales. Et il y en a non seulement au niveau thématique, mais aussi au niveau du sujet. Il n'est pas inhabituel d'y trouver des descriptions de lieux, de personnages, de personnes et d'événements historiques réels qui n'ont rien de trivial, au moins pour ceux qui ne les connaissent pas. Bien sûr, il est plus probable que le partisan de la vérité avance un exemple en sa faveur, non pas pour le compte du contenu au niveau du sujet, mais de nature factuelle, mais au niveau thématique, lorsque des propositions d'une portée plus universelle sont faites sur la psychologie humaine, les désirs, les faiblesses, les aspirations, les folies. Toutefois, ces propositions font l'objet d'une accusation portée par le tenant du contre la vérité. Elles sont souvent trop générales pour pouvoir être vérifiées. Dans le dialogue final du cœur d'Antigone, on trouve ceci. La sagesse est la partie suprême du bonheur, et le respect profond envers les dieux doit être inviolable. Les mots terribles des hommes dédaigneux sont toujours punis au plus haut degré à l'âge, et l'âge apprend la sagesse à ceux qui ont été réprouvés. Malgré la forme propositionnelle de ce dialogue, bien difficile de savoir comment estimer sa valeur de vérité. Pourtant, cela ne fait pas beaucoup progresser l'argumentation contre la vérité. Les difficultés pour vérifier ces propositions ne les éliminent pas comme candidats pour la vérité. C'est la présence de porteurs de vérité potentielle qui, pour le partisan de la vérité, compte comme prémisse initiale et cruciale.
Cependant, presque immédiatement se pose alors une question adjacente. Ces propositions très générales, vérifiables ou non, explicites ou dérivées, sont rarement défendues, ne font que rarement l'objet d'une argumentation dans les œuvres littéraires. Cela rend, à ce qu'il semble, le contexte littéraire très différent des contextes philosophiques ou scientifiques, où le raisonnement et la preuve sont centraux. Cette critique est souvent avancée contre le camp favorable à la vérité. Cette critique constitue la base de la suspicion rationaliste ressentie par Platon contre les charmes séducteurs de la poésie. Mais ici encore, je pense que ce n'est pas décisif. Ce serait passer à côté du problème de fond au sujet de la contribution propre à la littérature d'imagination que d'exiger d'elle qu'elle emploie dans la recherche de la vérité les mêmes méthodes que celles de la science ou de la philosophie. Le partisan de la vérité ne pourrait pas légitimement protester puisque la littérature adopte simplement des stratégies rhétoriques différentes et des moyens différents par rapport aux autres modes de discours qui font la promotion de la vérité. Il y a un autre problème qui est parfois soulevé par le camp contre la vérité, l'absence de principes clairs pour la dérivation des propositions générales à partir des œuvres littéraires. C'est une chose de mettre l'accent sur ces généralisations thématiques explicites dans une œuvre, ça en est une autre d'accéder à ces vérités impliquées. Il ne s'agit pas d'un processus inférentiel, processus familier en philosophie. Cependant, cette objection devient moins tranchante une fois que le tenant du contre la vérité a reconnu l'existence de propositions thématiques dérivées. Et comme je l'ai suggéré, il n'a aucune raison de le nier. Les deux camps pourraient s'accorder sur l'idée que les principes de dérivation, au moins pour le contenu thématique, sont ceux qui sont associés à l'interprétation littéraire. C'est le critique en tant qu'interprète qui produit ces propositions, comme l'illustrent les remarques d'Emerson à propos de Tom Jones. Il pourrait y avoir des désaccords à propos des fins de l'interprétation et de la nature du support interprétatif. Mais cela ne met pas en question le fait qu'un contenu thématique dérivé peut prendre des formes propositionnelles et qu'il est pourvu d'une valeur de vérité. Un dernier problème au sujet du contenu est parfois soulevé à l'encontre de la position en faveur de la vérité. Le statut apparemment non assertif des propositions exprimées explicitement à la fois au niveau du sujet et au niveau thématique. Ainsi, on pourrait soutenir l'idée suivante, bien que l'énoncé « la vie est d'abord monotonie », ensuite peur apparaissent dans le poème de Larkin et est un sens abstraction faite du contexte, le poème, qu'il soit soumis donc à une évaluation portant sur sa valeur de vérité. En fait, cet énoncé n'est pas affirmé ici par Larkin. Selon ce raisonnement, les pensées exprimées dans les œuvres littéraires devraient être attribuées à un locuteur dramatique et non à l'auteur parlant en son nom propre. La littérature a même été définie comme le discours dont les énoncés sont dépourvus de la force illocutoire qui leur est normalement attachée. La force illocutoire. L'idée sous-jacente est importante, particulièrement celle d'une nécessaire prudence dans l'attribution des croyances assertées aux auteurs. Cela ne met en principe pas en question l'argumentation en faveur de la vérité. De nouveau, il faut tenir compte du problème de ce qui est considéré comme de la littérature, et il ne suffit pas d'associer le concept de littérature avec celui de fiction. Rien ne justifie en principe l'idée que la fiction ne devrait pas être utilisée pour faire des assertions, et il est de fait assez fréquent d'utiliser la fiction de façon didactique. Raconter une histoire peut être une bonne manière de marteler une idée, comme tout le monde le sait, de Platon avec ses mythes au Christ avec ses paraboles. Où en est alors dans le débat Où en est-on alors dans le débat entre les pour et les contre la vérité? S'agissant du problème du contenu littéraire, nous avons vu que rien ne justifie en principe l'idée selon laquelle les œuvres littéraires, y compris la fiction ou la poésie, ne devraient pas contenir des propositions dont la valeur de vérité est susceptible d'être évaluée, qu'elles soient exprimées directement ou de manière dérivée. Les objections précédentes, d'après lesquelles ces propositions sont triviales ou générales, est invérifiable, voire mal argumentées, ou enfin qu'elles ne sont pas assertées. Ces objections sont dépourvues de fondement. Elles ne suffisent pas à affaiblir l'argumentation en faveur de la vérité.
Dès lors, n'y a-t-il donc rien à propos du contenu qui aille dans le sens d'un camp ou de l'autre dans le débat? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui n'ont pas encore été mis en évidence et qui font pencher l'argumentation du côté du camp contre la vérité. Jusqu'ici, le problème vient du fait que l'idée de contenu a été considérée de manière soit neutre, soit réductrice. Si les œuvres littéraires étaient simplement des suites d'énoncés, alors en effet, ce ne serait pas difficile de trouver parmi elles des vérités ou des candidats à la vérité. Mais bien sûr, elles sont plus que cela. Une fois que l'on se pose la question de leur fonction et de leur valeur, le contexte entier du problème du contenu change. Considérons l'énoncé tiré du cœur dans Antigone. Les mots terribles des hommes dédaigneux sont toujours punis au plus haut degré, et l'âge apprend la sagesse à ceux qui ont été réprouvés. Cet énoncé pourrait très bien être considéré comme vrai à propos du monde, bien que sa fonction première dans cette pièce de théâtre est bien plus subtile que cela. Dans la mesure où c'est une réflexion thématique, cet énoncé fait progresser notre compréhension à la fois du vieux Créon et des membres du chœur eux-mêmes. Il est tourné vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Cet énoncé éclaire et organise des parties significatives de la pièce de théâtre. Il focalise nos pensées sur la façon dont les détails de la bataille entre Antigone et Créon sont liés, de manière cohérente, à des concepts humains de valeur universelle comme l'orgueil, la sagesse, le châtiment. Le théoricien favorable à la vérité surestime peut-être un aspect de toutes les œuvres littéraires, fictionnelles ou non. Leur contenu serait inévitablement et profondément impliqué dans des intérêts à propos du monde réel, à la fois au niveau du sujet et à celui de la thématique. Dans le premier cas, ce contenu sera pensé comme dans les discours ordinaires au sujet du monde, même au niveau le plus universel, le niveau thématique. Les concepts impliqués seront ceux-là même qui figurent dans les discours portant sur le monde, comme dans la philosophie ou la psychologie. Mais bien que dans un contexte littéraire, une vérité au sujet du monde soit souvent disponible, ce n'est pas toujours recherché ni même pertinent. Pour une proposition, il y a une distinction fondamentale entre le rôle consistant à caractériser un principe organisateur dans une œuvre de fiction et celui de porter de manière extérieure sur le monde dans son ensemble. Ces fonctions significativement différentes ne devraient pas être assimilées. À cet égard, la forme propositionnelle peut elle-même être trompeuse. Ce sur quoi porte une œuvre dans le sens de son contenu thématique et littéraire n'est pas nécessairement propositionnel. Les œuvres peuvent être à propos de l'orgueil et du préjugé, de l'amour sans retour et de la responsabilité sociale, du conflit entre le devoir et le désir, sans exprimer ou impliquer des propositions à leur sujet. La célèbre distinction faite par Monroe Beardsley entre le thème et la thèse ne distingue pas un thème et quelque chose d'autre, mais deux caractérisations possibles des thèmes. La caractérisation propositionnelle n'a rien d'obligatoire. Même lorsque l'attribution d'une valeur de vérité est possible, il n'est pas sûr que la vérité des propositions thématiques sur le monde soit un critère pour la valeur d'une œuvre. Quand Martha Nussbaum caractérise un thème de l'écube d'Euripide comme développant l'idée qu'aucun humain n'est jamais digne de confiance, qu'il n'y a aucune garantie à moins de se venger ou de mourir, la pièce de théâtre n'est pas jugée en fonction du caractère douteux de cette vérité présumée. En revanche, nous remarquons que la pièce de théâtre propose une vision noire et pessimiste, et même les optimistes peuvent l'apprécier pour cette raison. La vérité mondaine n'est alors pas pertinente pour la valeur de l'œuvre. L'éducation est le problème de la croyance. Jusqu'ici, nous avons examiné les problèmes au sujet du contenu et identifié les points sur lesquels les camps en faveur et contre la vérité peuvent être d'accord ou non. Les questions à propos de la fonction et de la valeur de la littérature sont apparues comme ayant plus d'importance que la simple présence de propositions auxquelles une valeur de vérité peut être attribuée. Des questions similaires apparaissent au sujet de ce que l'on pourrait appeler l'épistémologie de la littérature. La littérature comme source de croyance, de connaissance et d'éducation. Les partisans de la vérité passent naturellement de la promotion de la vérité sur le contenu à celle de la connaissance comme finalité de la littérature. Ils affirment que la littérature est évaluée en fonction du savoir qu'elle permet d'acquérir. De nouveau, le débat nécessite une attention particulière. Il n'y a pas nécessairement de désaccord à propos du fait évident que les lecteurs apprennent souvent des choses nouvelles à partir de la lecture des œuvres de fiction ou de poésie. Cela peut se faire à la fois au niveau du sujet et au niveau thématique.
Les structures du monde réel, pour les narrations fictionnelles, peuvent être une source directe de connaissances, et les lecteurs qui viennent à réfléchir sur les grands thèmes pourraient acquérir alors une compréhension nouvelle ou meilleure des questions générales d'intérêt humain. Comme cela a déjà été dit, la fiction peut être un outil didactique et pédagogique efficace. Tout cela peut être admis par le partisan du contre-la-vérité. Il pourrait accorder aussi la valeur que cela possède. L'éducation est en général un avantage, et si les œuvres littéraires peuvent faire progresser notre connaissance, c'est alors d'autant mieux. Ainsi, le problème pour le partisan du contre-la-vérité n'est pas de savoir si l'éducation est possible ou désirable, mais de quel type de valeur il est question dans le contexte littéraire. Est-ce de manière stricte une valeur littéraire, ou est-ce une valeur instrumentale ajoutée, quoique bénéfique ? Une partie de l'argumentation du partisan du contre-la-vérité revient à opposer les œuvres littéraires paradigmatiques, fiction et poésie, et ce qu'on peut appeler des discours constitutivement cognitifs, tels que la philosophie. La philosophie a pour but essentiel de faire progresser la compréhension, et elle est évaluée en fonction de ce but. L'intérêt principal d'une œuvre philosophique, ce sont les thèses qu'elle propose et les arguments qui les soutiennent. Les œuvres sans originalité, avec une argumentation insuffisante ou sans fondement, sont dévalorisées pour cette raison. Lire de la philosophie, c'est lire en vue de la vérité. En revanche, lire et évaluer une œuvre d'un point de vue littéraire semble assez différent. D'autre part, l'un des plaisirs de la lecture littéraire est de relever les différentes manières dont le contenu peut être élaboré par l'imagination. Une élaboration qui n'est pas nécessairement centrée sur un message unique ou une seule thèse à communiquer. Aussi, les premières attentes des lecteurs d'un roman ou d'un poème sont rarement des attentes cognitives. Ce qui motive communément la lecture n'est pas l'idée que nous allons apprendre quelque chose. Nous recherchons plutôt une espèce distincte de plaisir à partir de notre lecture. Le véritable processus de lecture d'un roman ou d'un poème est assez différent de celui des œuvres historiques ou philosophiques auxquelles on le rattache conventionnellement. Nous recherchons une implication imaginaire dans l'objet, une cohérence et une harmonie au niveau thématique, une consonance des aspects structurels ou formels avec ce qui est en jeu. L'acquisition de croyances à partir des œuvres littéraires ajoute une autre complexité, laquelle n'est pas toujours reconnue. Beaucoup de croyances que nous acquérons et que nous devons acquérir pour augmenter notre connaissance sont des croyances à propos d'un objet fictionnel, s'il y en a un. Nous faisons l'acquisition de croyances au sujet de Madame Bovary, Raskolnikov, Barchester, à propos de ce qu'ils sont. Cette acquisition nécessite du discernement, de l'attention aux détails et du jugement. Nous ne sommes pas toujours doués pour faire cela, et c'est une compétence comparable à celle de l'acquisition de n'importe quelle autre croyance. Indubitablement, c'est une compétence cognitive, et en tant que telle, elle est d'une grande valeur. La connaissance acquise par rapport aux personnages fictionnels, avec la conscience pleine qu'ils sont fictionnels, se dépose dans nos esprits aux côtés d'autres connaissances et interagit avec elles. Lorsque nous pensons, jugeons ou essayons de connaître les autres personnes, les images et les croyances rassemblées à partir du domaine fictionnel peuvent jouer un rôle central. Nous reconnaissons les éléments de Madame de Bovary chez un ami. Nous pensons à l'amour, à la jalousie, au désir ou à l'ambition, Madame Bovary. À travers notre connaissance des exemples fictionnels bien lus, la fiction peut nous fournir la vision clarifiée, mise en évidence par Erich Murdoch.